Alors, il a consacré plus de 37 ans de sa vie à piloter dans l'armée de l'air et de l'espace, cumulant près de 6600 heures de vol sur des appareils emblématiques comme le Mirage 2000N et l'Alpha Jet. Au fil de sa carrière, il a appris à prendre des décisions sous des pressions extrêmes, à faire preuve d'un sang-froid exemplaire et à développer une résilience à toute épreuve. Aujourd'hui, il partage cette expérience unique à travers son livre « Résilience et mentale de combat » et transforme son parcours militaire en leçon de vie, d'entrepreneuriat applicable à tous. Olivier, bonjour. Bonjour Marie. Bienvenue dans le podcast Merci. de l'audace d'entreprendre. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec beaucoup d'adrénaline, très fort. Oui. Tu as commencé ta carrière de pilote de chasse jeune avec beaucoup d'ambition. Qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans ce métier ? Est-ce que c'est un rêve d'enfant ou est-ce que c'est Top Gun ? Alors Top Gun est arrivé bien longtemps après. Non, c'était un rêve d'enfant. Depuis l'âge de 3 ans, je dessinais déjà des avions. Mes parents m'ont payé un baptême de l'air à 8 ans. Et là, j'ai demandé au pilote comment on fait pour être pilote. Et là, c'était un pilote d'aéroclub, il fallait des sous. Il me dit, il faut avoir de l'argent. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai cassé ma tirelire. Le petit cochon ? Voilà. J'ai compté mes sous, j'ai tout donné à mes parents. Et puis, je leur ai dit, quand j'aurai assez de sous, je serai pilote. Voilà, ça commence comme ça. C'est dans ton ADN, tu penses ? Oui. On est avec cette volonté d'aller chercher les choses dans le ciel ? Depuis tout petit, vraiment, je regardais le ciel et je ne pensais qu'à ça. Et je disais toujours, je serai pilote. Alors, tu rentres dans l'armée à quel âge ? Du coup, très jeune ? Alors, je rentre dans l'armée vieux par rapport Alors maintenant, c'est un petit peu plus vieux parce qu'on peut rentrer à 27 ans. Mais à l'époque, on pouvait rentrer à 21 ans. Ouais. Donc, je rentre à 21 ans. Ouais. Dans l'idée tout de suite d'être pilote de chasse ? Alors, pas vraiment, non. Parce qu'en fait, je ne savais pas ce que c'était de voler en avion de chasse. Je rentre pour être pilote, je veux être pilote. Voilà. Ouais. Et en fait, à l'époque, je fais pas mal de compétitions, Tour de France des jeunes pilotes, Tour d'Europe, championnat de France de pilotage de précision. Et puis, comme j'étais souvent dans le journal déjà à l'époque, l'armée de l'air m'envoie un dossier et je postule en me disant si je suis pris, tant mieux. Et je suis pris. Excellent. Voilà, le concours. Au premier essai ? Oui, alors on n'a qu'un essai en fait. Ah oui. Ah oui, tout est éliminatoire, donc au concours on est 50 et je suis tout seul à la fin de semaine. 50 en France ? Alors 50, et ce sont des sessions toutes les semaines. Ouais. Le concours dure 5 jours et puis tous les jours c'est éliminé et le dernier jour je me retrouve tout seul. Ah génial, donc tu intègres vraiment ce qu'on appelle une caste très restreinte. Oui, il y a peu de pilotes. C'est ça. Il y a peu de pilotes de chasse élus et qui arrivent à ce niveau-là. À l'époque, là, je suis sélectionné comme pilote. Je ne sais pas que je vais être pilote de chasse. Donc après, je rentre dans l'armée. On est 24, une promo de 24. Oui. Donc ça, c'est en 92. Parce qu'entre le concours et l'entrée, il se passe du temps. Donc je rentre en 92, on est 24. Et 10 mois après, on n'est plus que 12. Génial. Voilà. Alors, je ne suis toujours pas pilote de chasse. Après, on change de base aérienne. À l'époque, c'était à Cognac. D'accord. Sur Epsilon. Alors là, on est 18 parce qu'on est avec des marins qui rejoignent la promo. On fait un tronc commun et à l'issue de ce tronc commun, les places sont données et il n'y a que 3 places en chasse. Et comme je suis major de promo, j'ai la chance d'être. Ah génial. Voilà. Donc élu 3 sur au départ. 3 sur une centaine quoi. Voilà, c'est ça. Excellent. Ouais. Donc du coup, tu intègres effectivement l'académie, la formation de pilote de chasse. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation ? On apprend à faire voler la machine, bien sûr, mais on se le disait, l'essentiel n'est pas du tout là-dedans, quoi. Alors, il n'y a pas que ça. Alors, quand on est breveté pilote de chasse, on est breveté pilote. Il nous manque le de chasse. Et après, il y a tout le reste à faire. C'est un cursus qui dure à peu près 7 ans pour avoir ce qu'on appelle le bâton de maréchal, c'est-à-dire leader de 4 avions. D'accord. Si on a la chance d'avoir enchaîné en un escadron de chasse tout de suite après l'école. Donc, chaque vol est sanctionné. Donc, chaque vol est éliminatoire, on peut se faire éliminer du jour au lendemain. Alors on a des jokers, mais on n'en a pas beaucoup. Ouais. Voilà. Et donc il faut toujours être au top. Alors on fait de tout, on fait de l'aérodynamique, mais on fait aussi de la médecine aéro. On étudie vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir accéder à ce métier-là.
Tu apprends l'exigence en fait. L'exigence, oui. L'extrême exigence. L'extrême exigence, oui, oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Alors je connais déjà un peu ta réponse, mais je l'attends quand même. Est-ce que tu peux nous donner certaines de tes missions que tu as effectuées? Il me semble que tu pilotais Mirage 2000N. Oui. On peut le dire quand même, c'est celui qui porte les têtes nucléaires. Voilà, c'est ça. Mais là, j'en parlerai pas. Donc tu peux absolument pas dire. C'est quoi, c'est secret défense? Alors c'est plus que secret défense, ce genre d'émission. Donc son émission qui se passe, Alors j'ai une blague qui généralement, je sais que tu attends cette blague-là. Tu peux me la dire. Si je t'en parle, je suis obligé de t'éliminer après. Ok. Donc ça, c'est vraiment évidemment confidentiel absolu. Oui, c'est plus que confidentiel, voilà. Okay. Donc on n'en parle pas. Mais j'ai fait 8 ans sur ce type de mission, qui est une mission extraordinaire. Et puis j'ai fait aussi du Mirage 2000C et B, donc pendant 8 ans. Donc là où c'est complètement autre chose, c'est la défense aérienne, c'est la protection du territoire. On décolle la tête en feu, on va en supersonique, on intercepte. Sonne, tu pars. Voilà, et on ne sait pas sur quoi. On donc découvre en vol. Ça peut être un avion qui est en perdition, ça peut être tout à fait. Alors c'est souvent ça en fait. C'est ça, hein. C'est souvent un avion qui est en difficulté, on fait le Saint-Bernard des airs et on le ramène. Tu vas l'encadrer pour le ramener. Exactement. Après, c'est l'antiterrorisme. C'est tout un tas de choses. En tout cas, quand on décolle, on ne sait jamais sur quoi on va arriver. On le découvre en vol. C'est une sorte de sauveteur du ciel, finalement. Oui, c'est ça. Et puis, on fait les alertes, en général, c'est une semaine. On est 2 pilotes, 5 mécaniciens en autarcie au bout de la base et prêts à décoller. L'avion est armé, et voilà. Là, évidemment, l'adrénaline fois 1 million. Oui, puis des fois c'est même surprenant parce qu'il m'est arrivé d'être en train de dormir, je me lève, je vais aux toilettes et là ça sonne et entre le moment où je me réveille et Mach 1.6, c'est-à-dire à 1800 km/h, il se passe moins de 10 minutes. Ah, excellent. Voilà. Et là on se dit dans l'avion, est-ce que j'ai oublié est-ce que j'ai pas oublié mes pantoufles aux pieds déjà? Est-ce que je suis bien équipée? Je suis pas en pyjama? Non, mais on est tout habillé. Ah mais tu dors tout habillé pour être en capacité de partir. Décoller, voilà. On a juste ce qu'on appelle la Mae West, le gilet de sauvetage et le casque à mettre. Mais on court à l'avion est juste à côté de la chambre, donc voilà. Alors le casque est là justement, peut-être tu peux nous expliquer. Alors c'est un casque évidemment qui permet d'avoir l'oxygène. Ce casque est particulier puisque c'est le casque que j'ai eu, alors c'est ce que je raconte dans mon livre, j'ai eu l'opportunité, la chance de survivre à une éjection en 98. C'est là où on voulait te cueillir, c'est évidemment cette date du 15 juillet 98. On va montrer un autre truc. La poignée d'éjection, alors qu'est-ce que c'est? Ça, par exemple, aujourd'hui on a l'audace d'entreprendre, c'est la prise de décision. Il faut s'en aller, sinon on est mort. Donc c'est la poignée d'éjection. Voilà, c'est la poignée d'éjection. En fait, j'ai une grosse panne, le moteur s'arrête. C'est pas très loin d'ici, c'est à Solon-la-Chapelle. C'est sur Mirage 2000 donc? Sur Mirage 2000N. N en plus. Oui, je suis avec un navigateur. Et puis on a une très grosse panne, on se déroute. Et puis on a la vraie panne qui arrive à la dernière. Dans les dernières 1 minute 20, on va dire. Donc tu es en finale? Je suis en finale, en train de me présenter face à la piste et 5 km avant la piste, le moteur s'arrête. Donc là, on est dans la prise. Plus d'image. Alors, j'essaye de rallumer, mais c'est pas prévu normalement. Et jamais je crois que je vais m'éjecter. C'est en voyant le sol monter que je me dis, là, il faut que je parte, sinon je vais mourir. Et ça passe à moins de 10 secondes. Voilà. Donc là, il y a un mot-clé que tu dis avec ton mécanicien, éjection. ton navigant, éjection, alors le navigateur dit la même chose on le dit en même temps en fait. On tire simultanément les poignées. Le premier qui va tirer va éjecter les deux. Donc c'est ce que tu disais, tu n'es pas sûr que ce soit toi qui ai éjecté d'abord, c'est peut-être lui? C'est peut-être lui parce que la place arrière part en premier, ensuite la place avant. Chacun part plus ou moins un petit peu dans un coin pour éviter qu'on se rentre dedans. Mais bon, c'est extrêmement violent, ça va extrêmement vite. Combien de G tu me disais tu prends quand tu pars c'est entre 16 et 19 G. Donc, aucun moment dans ta vie on t'apprend à t'éjecter? Alors, tous les mois, on a un simulateur éjection qui est obligatoire et évacuation de l'avion. Parce que si on a un problème à l'atterrissage, il faut savoir sortir vite de l'avion sans s'éjecter justement. Mais l'éjection, oui, il y a un simulateur. Alors on tire sur la poignée, mais il ne se passe rien. Voilà, c'est ça. Voilà, on ne va pas monter. Là, c'était bien la seule et première fois où tu te prends 19 G dans la tronche. Ah ben oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Tu te dis... Moi, il y a une question vraiment que je me pose tout le temps, c'est tu sais que tu vas perdre une machine à plusieurs millions d'euros. Tu sais que derrière, il va y avoir un protocole d'enquête très lourd. C'est presque un drame dans la vie d'un pilote, en fait, de s'éjecter. C'est comme au simulateur de vol, en fait. On est surentraîné. On s'entraîne comme on fait la guerre comme on s'entraîne. Donc, en gros, l'éjection... Alors moi, j'avais dans la tête, je me disais, si je dois me cracher et que mon avion tombe sur des maisons, je préfère éviter de mourir. Oui. Et ben en fait... que de tuer des gens dans leur maison. Et ben en fait, non, parce que c'est l'instinct de survie.
c'est l'entraînement qui est mécanisé. Et en fait, c'est comme au simulateur de vol, on s'éjecte, ça part, et puis au lieu d'être au simulateur où tout se fige, là, les écrans s'éteignent. C'est le début de l'aventure, c'est ultra violent, ça fait mal, et puis ça dure pas longtemps, parce qu'entre le moment où on va tirer et le moment où on est au bout du parachute, il y a 2 secondes 35. Donc on sort, on prend 19 G, on prend 400 km/h de vent sur tout le corps. Là, j'avais des bleus sur le cou, je pouvais plus toucher mon cou pendant plus d'une semaine. À cause de Oui, juste de l'impact de l'air. Voilà, exactement. Et puis on passe de 400 km/h à 0, puisqu'on se retrouve au bout du parachute. Tout ça, ça dure 2 secondes 35. C'est incroyable. Donc, tu vois ta machine se cracher un petit peu plus loin? Alors moi, j'ai fermé les yeux. T'as fermé les yeux, Mais j'ai des collègues qui se sont éjectés, qui se voient sortir et qui voient l'avion partir. En fait, quand je m'éjecte, j'y crois jamais jusqu'à la dernière seconde. Donc quand je m'éjecte, c'est mais en fait, je vais mourir. Et j'ai bien fait de tirer parce que on était à l'impact. C'était vraiment perdu. Il n'y avait pas de possibilité de récupérer. aucune possibilité. Et puis dans la checklist, c'est écrit, c'est écrit extinction finale. Il faut partir. Il faut partir. Tu te retrouves avec ton parachute, finalement tu es très près du sol, donc tu atterris assez vite. Oui. Très vite, tu te demandes où est ton navigateur? Tout de suite, je l'appelle. Ouais. C'est la première personne à qui je pense. Il est 50 mètres plus loin, il se lève, il me dit tout va bien. Et puis là, c'est le drame parce que je me retourne et je vois la boule de feu de mon avion qui s'est écrasé. C'était où, on peut peut-être le dire? Solon-la-Chapelle. Ah, Solon-la-Chapelle, voilà. Et là, c'est le drame parce que je vois des maisons entre la boule de feu et moi. Et je me dis, j'ai peut-être tué des gens, des innocents. Alors, on n'est pas en temps de guerre, on est en temps de paix. Il y a tout un contexte qui fait que... Et puis la responsabilité aussi, tu peux ressentir. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que j'ai... dans mon cas, c'était une grosse panne. Tu pouvais pas faire autrement, quoi. Non. Il y a une enquête qui suit après de l'armée, de savoir... l'enquête est longue. Ça a été pénible même. C'est 1 an et demi. On est sans arrêt questionné. Pour savoir si c'était le bon choix? Oui, alors ils vont tout chercher. Voilà, même les trucs qu'on a fait sur la boîte noire avant, etc. Donc oui, ils vont tout chercher, mais 15 jours après, on savait exactement ce qui s'était passé dans l'avion. Et donc, j'ai été innocenté assez rapidement, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé en vulgarisant un petit peu, du coup? Je pense que je vais pas... Enfin, c'est une fuite pétrole. Voilà. Une fuite pétrole, ok. Voilà, j'ai perdu tout mon pétrole et le moteur s'est arrêté. Effectivement, ça marche plus, chef, après. Ça marche plus, ça s'arrête. Et puis ça plane pas, les avions de chasse. J'ai eu des remarques sur les réseaux sociaux me disant mais si un Mirage 2000 plane, oui, on peut lancer le fer à repasser dans la pièce, ça fera à peu près la même chose. Voilà. Excellent. Alors cette date justement du 15 juillet 98, au-delà de représenter cette éjection, ça représente quoi pour toi, un pivot dans ta vie? Alors tout a changé. Ouais. Carpe diem. Ouais. Bah oui, parce que en fait on se rend compte que la vie elle tient à rien. Elle tient à... Et elle tient à ça. Voilà. Bon, c'est un bruit de technologie, c'est un peu cassé depuis. C'est cassé parce que ça arrive au sol. En fait, ça reste sur le siège. Ça s'arrache de la main et ça reste sur le siège. Donc le siège. Donc la vie tient à ça. Voilà, ça tient à ça et à quelques secondes. Donc à partir de ce jour-là, à chaque fois que j'ai mangé le soir, je me suis dit mais c'est du sursis, surtout les jours après. Et puis après, on se dit comme ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il faut y aller, quoi. Il faut profiter de tout. Donc, et faire des choses, il faut avoir l'audace. Avoir l'audace de faire les choses. Et puis c'est fait. Et aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de rêves que j'ai pas trop réalisés en vrai. J'ai quasiment tout fait ce que je voulais faire. Ça te fait pas quitter l'armée, ceci dit, pas tout de suite? Non, parce que je suis au début de ma carrière. Ouais. Donc, non, je fais quelques années, 98, je suis sorti en 2014, je suis retourné en 2017. Effectivement. Donc ça, voilà, oui, non. Tu es remonté dans un Mirage 2000 après? On vous remet en selle directement pour... Oui, une semaine après. Alors c'est très compliqué. C'est pas une chose facile de remonter. Alors moi je voulais absolument parce que je savais que plus on attendait, plus on est traumatisé et on va pas y retourner. Ouais. Et en fait, moi je prépare tout. La mission, on me fait une mission cadeau, on va dire, où on m'emmène voir des jolies choses. Et en fait, quand j'arrive dans la hangarette, j'ai mon corps qui dit non. Voilà. Ah, tu peux pas? Mon corps dit non, je peux plus marcher, je peux plus respirer. Crise d'angoisse devant la machine. En fait, je sais pas, c'est quelque chose qu'on imprime et qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est le mécanicien qui me tire, on fait le tour de l'avion pour checker tout, il me pousse pour monter, c'est le navigateur qui me hurle dans les oreilles pour mettre en route. Ouais. Et donc il me faut à peu près un quart d'heure dans le vol qui va durer 1h30 pour me dire allez, ça y est, c'est reparti. C'est toi qui pilotes là? Ah oui, mais alors le navigateur ne pilote pas, lui. Il n'y a qu'un pilote à bord.
Est-ce que tu t'es retrouvé comme une sorte de débutant finalement aux manettes de cette machine? Pas débutant parce que non, mais on fait quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Voilà, et je sais toujours pas l'expliquer aujourd'hui, X années après. Je pense que c'est le traumatisme, effectivement, la peur. Et après, il s'est passé pendant 3 ans où je ne pense qu'à ça quand j'arrive dans l'avion. Je m'attache, les mécanos me disent mais toi tu t'attaches super fort, pourquoi? Parce que ça arrive pas qu'aux autres en fait et que ça peut arriver encore aujourd'hui. Et il m'est arrivé d'autres aventures où j'ai failli m'éjecter après, où ça se passe bien, on s'éjecte pas tous les jours heureusement. Ouais. Alors tu poursuis ta carrière militaire, tu en sors quand et pourquoi? Est-ce que c'est une limite d'âge ou est-ce que tu as eu envie de faire autre chose en civil après? Non, alors on m'a proposé de m'activer mais j'avais envie de faire autre chose, j'avais vraiment fait le tour de la question. Et puis j'avais mon épouse qui me disait t'as 3 enfants, ce serait peut-être bien que tu te calmes un petit peu. Il y a ça. Parce que Top Gun c'est sympa, mais bon, voilà, mais bon, il y a les enfants aussi. Elle n'a pas eu de chance parce que je suis retourné dans la chasse en 2017. Je suis parti 3 ans au Qatar faire de l'instruction sur Alpha Jet. Instruire les princes qataris, alors pour une société française, pour leur apprendre à piloter nos avions qu'on leur avait vendus, voilà, tout simplement. Ok, donc tu quittes en 2000... Je quitte en 2014. Je ne vole plus pendant 1 ou 2 mois, puis je recommence à voler en cachette, ce qui est pas bien. Bon, je le fais pendant une semaine, et puis donc je fais instructeur en aéroclub pour voler, continuer à voler un petit peu, et voilà. Ok. Alors justement, cette carrière militaire, t'a appris le commandement. Oui. Évidemment, la confiance et la résilience, mais surtout la prise de décision. On en parlait tout à l'heure. Tu as une sorte de mantra, quand tout est perdu, il faut quand même agir, il faut faire des choix. Quand tout est perdu, tu dis, il faut accepter qu'on soit perdu. C'est dans l'audace d'entreprendre, on a 4 mots, tu sais. Découvrir, créer, reprendre, rebondir. C'est ça. Le rebond, tu le connais. Alors c'est bien parce que c'est dans le processus de la résilience que j'explique dans mon livre, surtout à la fin, là où j'ai mis des petites checklists qui font suite à mon expérience. Là, dans mon cas, la prise de décision, on est mort, on est vivant. Dans une entreprise, binaire, il n'y a pas le choix. Là, et les conséquences sont énormes. Mais quand on est chef d'entreprise, puis je le suis, je l'ai été, j'ai eu plusieurs vies de chef d'entreprise, il y a des fois, il y a des décisions à prendre, il faut savoir les prendre correctement. Alors là, on n'est pas mort ou vivant, mais ça peut être la mort de la société, c'est une mort différente, on va dire. Mais en tout cas, le process, il est toujours pareil dans la prise de décision. Et après, dans la résilience, un chef d'entreprise, par exemple, sa boîte coule, il va y avoir un phénomène d'acceptation. Je constate, j'accepte. Et si on n'accepte pas, plus on met du temps, plus on va perdre du temps pour le reste du process. Une fois qu'on a accepté, alors quand on connaît le process, du coup, cette phase-là, elle peut être vraiment réduite. Une fois qu'on a accepté, tu gagnes du temps là. Il faut gagner du temps à ce moment-là. Il faut se reconstruire. Donc, allez, qu'est-ce que je fais pour remonter ma boîte? J'ai eu un exemple là, hier soir, j'ai eu un entretien avec quelqu'un où c'était exactement ça. Il a une équipe de 5, il y en a un qui décède, 38 ans. C'est le bazar dans sa boîte, il est obligé de licencier tout le monde parce que ça ne marche plus. Et il repart tout seul. Et voilà, donc il accepte, il fait un choix, donc là on est dans la décision. Et puis après, on reconstruit. Donc on reconstruit comment? Donc il faut faire des choix, des bons. C'est sans arrêt de la décision. C'est la garde de triage, quoi. Oui, c'est ça. Et pour qu'on puisse s'en sortir correctement. Et en général, quand on a fait ce process, on s'en sort plus fort. Parce que il nous est arrivé quelque chose. Et ce plus fort, c'est ce qu'on peut appeler l'expérience, tout simplement. Bien sûr. Voilà. Tu parlais des checklists et j'aime beaucoup ce concept-là dans ton bouquin. C'est comme dans un avion, tu proposes une checklist. Donc la checklist, pour ceux qui ne font pas de l'avion, c'est une sorte de méthodologie à suivre, très précise, très simple, très binaire, qui te permet d'avancer, quoi. Et là, tu proposes de faire ça point par point. Tu as un problème, tu fais ta checklist. C'est ça. Donc, et elle t'amène à la solution qui sera la tienne, mais elle t'amène à une solution, quoi. Tout à fait. Mais en fait, c'est ce que j'ai raconté mon histoire. Où je survis 2 fois. Alors je parle pas de la deuxième fois. On n'a pas parlé de la deuxième fois. J'en parlerai pas, non, parce qu'il y a une deuxième éjection. C'est pas une deuxième éjection, c'est une façon de s'éjecter, on va dire. Okay, mais j'en parle pas parce que le lecteur découvrira. C'est en plus ce qui fait la force de mon livre.
Mais à la fin, j'ai mis la checklist normale et la checklist de secours comme dans un avion. Oui. Donc la checklist verte, c'est la normale où on a le temps de lire, on a le temps de faire le celle processus. Celle qu'on fait avant de décoller, la plupart du temps. Exactement, voilà, c'est celle qu'on fait. Et puis j'ai mis à la fin la checklist rouge qui est la checklist de secours. Là, on est dans un drame. Mayday, il faut y aller. Voilà, donc ça marche comme dans un avion. Alors mon livre a été préfacé par un général de l'armée de l'air. Okay. Et il m'a dit, lorsqu'il a lu mon livre, ta checklist pourrait être validée par Dassault parce qu'elle est très conforme. Donc ça, c'est une manière finalement très pragmatique de surmonter les problèmes. Et oui. C'est le phénomène de tunnelisation, j'ai envie de te dire. Quand tu as trop de soucis, tu tunnelises, tu vois plus que ça, et puis tu vois plus la manière de t'en sortir. C'est ça. Et il y a des gens en fait qui bloquent à certains niveaux. Où ça fait du drame. J'ai eu des exemples où ça se termine même suicide et compagnie parce que justement ils n'ont pas accès. Alors après il faut avoir le mental. Oui. Il faut se faire aider, il faut s'entourer de gens. Tout ça, je l'explique. Tu sais, on parle souvent des 3D du dirigeant, défaillance, divorce, les 4 même, déprime et peut-être décès après. Ensemble. Oui. Et peut-être décès après. Oui, donc, oui. effectivement, moi j'ai des cas de collègues qui ont été jusqu'au suicide dans leur aventure où tout s'effondre parce qu'ils ne savent pas se relever. Donc c'est très important de suivre ces checklists, alors qu'elles soient inspirées de l'aéronautique ou qu'elles soient auprès de ses proches ou auprès des organismes aussi, d'aide à l'entrepreneuriat, les tribunaux de commerce, etc., les chambres de commerce qui peuvent aussi aider. En fait, l'entreprise, c'est toujours du up-down, comme on dit. On monte, c'est très fort, puis ça redescend. Il y a toujours des moments de mou. Donc, mon livre, c'est un peu aussi pour canaliser, donner des idées aux gens. Alors, je donne plein d'exercices que moi, j'ai fait, que j'ai pratiqué dans mon courant d'anciens pilotes de chasse, de pilotes de chasse. Puis après, en tant qu'entrepreneur, dans les moments difficiles, j'ai pratiqué certaines choses que je pratique encore. Super. Alors, tu as écrit le bouquin, mais justement, tu parles d'entreprise. Aujourd'hui, tu fais des ateliers, tu fais des conférences en entreprise sur ces sujets-là. Pourquoi ? C'est pour le mindset ? C'est pour le team building ? Oui, c'est ça. Alors moi, je propose des conférences déjà. En ce moment, c'est surtout autour de mon livre, parce que le sujet interpelle. En plus, quand on écrit, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Aujourd'hui, j'ai les retours. Depuis 2 mois, j'ai des retours extraordinaires sur mon livre. J'ai les notes maximum sur Amazon, donc je suis vraiment super content. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller parler de ça dans les entreprises, parce que mon histoire, elle sort un peu de l'ordinaire. Et puis il y a beaucoup de liens, on l'a vu. Entre oui. Et puis je fais le lien, justement, quand je fais mes conférences, je fais le lien avec l'entreprise, donc ça parle beaucoup aux gens. J'ai un ancien collègue de l'armée qui a monté une grosse boîte dans le sud à Toulouse, il a 45 personnes, il a lu mon livre, il a déclenché un séminaire dans la foulée, il a offert mon livre à tous ses chefs de pôle, et puis il a fait le séminaire autour de la résilience. Donc ça devrait être recommandé dans toute bonne pharmacie. Alors il est vendu en pharmacie depuis peu, parce qu'il y a certaines choses à côté des pastilles Valda. Là, j'ai des gens autour de moi qui distribuent, dans le milieu médical, qui distribuent mon livre en ce moment. Parce qu'il y a tout cet aspect psychologique. Oui. Résilience, aller mieux. Alors et puis c'est un hymne à la vie que je fais dans mon livre. C'est-à-dire, je raconte l'histoire de quelqu'un qui tombe et je comprends. J'explique comment on remonte, mais surtout je donne un énorme message d'espoir à la fin, en disant mais attendez, si vous arrive quelque chose, que ce soit je tombe, je me casse quelque chose, ou je crache mon entreprise, je crache pas mon avion, ou un accident de voiture, c'est toujours pareil. Ou mon couple, ou oui, tout à fait. C'est vraiment transposable dans tous les sujets de la vie courante. Et mon livre, c'est vraiment quelque chose pour aider les gens. Et aujourd'hui, vu les messages que je reçois au quotidien, c'est vraiment pris comme tel et je suis vraiment content. On n'en a pas parlé, mais j'aimerais bien qu'on fasse une petite parenthèse sur la méthode d'écriture. Qui est très particulière. Donc les moments de stress, c'est très resserré en termes qu'on appelle d'orthotypographie. Les moments où ça va mieux, le texte s'espace un petit peu plus. J'ai joué sur la mise en page. Alors ça c'est volontaire, quand j'ai été présenter mon livre dans une librairie, ils m'ont pris pour un fou, mais en fait c'est volontaire de ma part, je suis auto-éditeur, donc j'ai condensé quand il y avait des moments tranquilles, et j'ai espacé pour donner de la dynamique dans la lecture. Et donc un conseil pour ceux qui achèteront mon livre, ne le commencez pas à 22h parce que vous allez faire une nuit blanche. Voilà. Parce que ça va très vite, après on peut le dévorer. Les gens le dévorent en 1 fois ou 2. Voilà. Okay. Et c'est tous les retours que j'en ai. Et tout le monde me dit c'est un livre qui fait du bien. Voilà.
Ah ben justement, pour en terminer avec ça, tu as expérimenté la vie à très haute altitude, à très grande vitesse même, les moments de chute. Oui. Avant de rebondir et de te réinventer, on est à l'audace d'entreprendre aujourd'hui. Quel message tu pourrais donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer, qui hésiterait à tirer sur cette poignée d'éjection parce que bon, dans la vie, il n'y en a pas de poignée d'éjection en réalité. Non, alors il y a toujours des portes de sortie, on va dire. Ouais. Mais le maître mot, alors ça c'est une des qualités du pilote de chasse, et si on peut le transposer en l'entreprise, c'est la ténacité, être toujours tenace. Ouais. Et puis avoir du courage, parce que quand on est chef d'entreprise, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on se sent seul, comme dans un avion de chasse où on est en monoplace, Ouais. où on fait des missions de 7 heures tout seul. On parle souvent de la solitude du dirigeant, hein, c'est vraiment un mot... C'est pour ça que je fais le rapprochement. Ouais. La solitude du pilote qui va faire sa mission de guerre, je l'ai vécu, donc c'est 7 heures où on est tout seul face à soi-même, face à sa mission. À ses responsabilités. À ses responsabilités. Aux gens qui sont en dessous aussi, un peu. Quand on est chez les méchants, c'est un petit peu moins le cas. Mais oui, voilà, en fait, c'est très similaire. Et donc, cette solitude, on apprend à la gérer, parce qu'en plus, il y a le stress, il y a le risque. Tous ces facteurs, on les retrouve dans le chef d'entreprise à différentes échelles, mais on le vit toujours à un moment donné. Mais c'est cool quand même d'être entrepreneur ou... Ah moi, si je le suis, c'est que ça me fait triper aussi. Il n'y a pas que de la prise de risque et du danger et du crash. Non, parce qu'il y a le succès aussi. Oui. Il y a le succès. L'adrénaline, le succès. D'ailleurs, tous les chefs d'entreprise, s'ils font ça, c'est qu'il y a de l'adrénaline. La fierté aussi de... La fierté de la réussite, de l'engagement. L'accomplissement de soi. Voilà, tout ça, ça rentre. C'est un petit peu aussi c'est très similaire en fait. Ouais. Ok. Ben écoute, c'était passionnant. Moi, j'aimerais embarquer avec toi. Alors, il n'y a plus de Mirage 2000 à la BA102 qui a été démilitarisée, mais on se connaît par ailleurs sur le terrain aéronautique. Donc, je serais vraiment enchantée de retourner dans le ciel avec toi. Avec grand plaisir. De m'envoyer en l'air avec toi, comme on dit. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'était fascinant. J'aurais bien discuté encore des heures avec toi. Et pour conclure, à la chasse, bordel.